Il est 20h, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Vision 4, la télévision africaine. À la lune de cette édition d'information, le président zimbabwéen a été victime d'une tentative d'assassinat ce samedi. Une explosion est survenue alors que Emmerson Mnangagwa refermait ce jour un meeting électoral à Bulawayo. L'explosion qui visait manifestement le chef de l'État a fait plusieurs blessés, dont un vice-président. Le gouvernement parle d'une attaque qui visait à déstabiliser le parti en place. Notons qu'en Éthiopie aussi, une autre explosion a visé ce jour un meeting que donnait le Premier ministre du pays. On en parlera dans cette édition d'information. Assure également dans ce journal, à quelques jours du coup d'envoi des épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle au Congo-Brazzaville. Le gouvernement appelle à la vigilance des examinateurs et des surveillants lors des déroulements des épreuves et même des corrections de ces épreuves. Les pouvoirs publics ont ainsi durci les stratégies mises en place dans le cadre de la lutte contre la fraude. Le pays avait enregistré de nombreux cas de fraude lors des précédents examens. Et puis en national, en santé, une innovation dans le domaine de la chirurgie devrait permettre d'améliorer la prise en charge des malades dans les formations sanitaires du pays. La chirurgie ambulatoire a été présentée ce jour à Yaoundé. L'innovation médicale va non seulement, je le disais, améliorer la prise en charge des patients, mais aussi limiter les délais d'hospitalisation. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information. Les détails, c'est à suivre dans un instant. Merci madame, messieurs d'être avec nous pour cette édition du journal et nous ouvrons avec l'actualité au Zimbabwe. Je vous le disais, le président zimbabwéen a été victime ce samedi d'une tentative d'assassinat. Emmerson Mnangagwa, je vous le disais, refermait un meeting électoral dans la localité de Bulawayo lorsqu'une explosion est survenue en plein meeting. L'explosion qui visait manifestement le chef de l'État a fait plusieurs blessés, dont 2 vice-présidents. Il faut noter que selon le gouvernement, cette tentative d'assassinat visait à déstabiliser le parti en place. Des précisions avec Ivan Bachayo. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a échappé ce matin à un probable attentat à la bombe qui a visé une réunion électorale à laquelle il participait dans la ville de Bulawayo. Une explosion qui a fait plusieurs blessés, dont les 2 vice-présidents du pays. Évacué sain et sauf après l'explosion, Emmerson Mnangagwa a rapidement suggéré être la principale cible de cette attaque. Je suis habitué à cette tentative, a-t-il déclaré. À un mois des élections générales, le chef de l'État zimbabwéen, candidat à la présidentielle sous les couleurs du parti du pouvoir, la ZANU-PF, a immédiatement condamné la violence et a appelé ses compatriotes au calme. Il a par ailleurs écrit sur son compte Twitter: cette campagne se déroule dans un climat libre et pacifique. Nous ne permettrons pas que cet acte lâche perturbe notre marche vers les élections. Et selon lui, les 2 vice-présidents Constantino Chiwenga et Kembo Moradi, présents à ce meeting, ont également été atteints par cette déflagration. Rappelons que les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet sont les premiers organisés depuis la démission en novembre du président Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer depuis son indépendance en 1980. En Éthiopie, un autre meeting donné par le Premier ministre éthiopien a lui aussi été perturbé par l'explosion d'une grenade ce samedi matin. Le meeting était donné à Addis Abeba. L'engin explosif a été lancé alors que des centaines de personnes prenaient part à cette rencontre. L'on dénombre des morts. Les précisions n'ont pas encore été données sur le chiffre exact des personnes décédées dans cette autre attaque. Mais l'on sait déjà qu'au moins 80 personnes ont été blessées dans cette autre explosion. Des précisions avec Olivia Bossal. Le Premier ministre éthiopien venait à peine d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes lorsque les premiers bruits de l'explosion se sont fait entendre. Abiy Ahmed, qui prononçait pour la première fois un discours en public à Addis Abeba, la capitale depuis sa prise de fonction a été de toute urgence évacuée, mais près d'une centaine de personnes n'ont pas eu cette chance. Le bilan présente 80 personnes blessées et dans une allocution directe à la télévision après son évacuation, le Premier ministre a fait état de quelques morts.
Des sources ont fait état d'une tentative d'assassinat et sans plus de détails, M. Abiy Ahmed, dans une déclaration, a dénoncé un incident planifié des groupes cherchant à discréditer son programme de réforme. En effet, au pouvoir depuis plusieurs mois, il avait été choisi comme le premier ministre du gouvernement de la coalition en Éthiopie. Premier chef du gouvernement issu de l'ethnie Oromo, est perçu comme un réformateur au sein de la coalition au pouvoir. Depuis 1991, Abiy Ahmed n'a cessé de bousculer les lignes depuis sa prise de fonction. Pour lui, l'amour triomphera des conflits en Éthiopie. Le pays est en état d'urgence depuis 10 mois et le début d'un mouvement de protestation qu'est connu le pays en 25 ans. Retour sur l'information sur le plan national à présent. Pourrait-on parvenir dans les prochains mois à l'augmentation des salaires des fonctionnaires après l'opération de comptage physique de ces derniers? La question a été posée hier au ministre des Finances, Lupaul Motazé, prenait ainsi part à l'Assemblée nationale à l'exercice des questions orales. Les élus de la nation ont voulu également en savoir plus sur cette opération de comptage physique des fonctionnaires, opération lancée depuis quelques semaines au Cameroun. Des précisions avec Mélanie Bibanga. L'honorable député Douala, après avoir attentivement suivi la lecture du rapport général de la Commission de la loi des finances et du budget, un projet de loi qui a été défendu par le ministre des Finances le 19 juin dernier, elle a interpellé Lupaul Motazé sur 2 points. Le premier point concerne l'opération du comptage physique des fonctionnaires. Le ministre des Finances a saisi cette opportunité pour réitérer que cette opération est une affaire de tous pour un résultat probant. Qu'il ne faut pas qu'on croie que cette opération peut réussir si seul le ministre des Finances et ses équipes, ou si seuls les maires, comme le député lui-même le suggérait, s'impliquaient. Ce n'est pas possible. C'est une affaire de nous tous. Nous les connaissons. Les seuls fautifs, ce n'est pas seulement les fonctionnaires, mais c'est également leur chef hiérarchique. Leur chef hiérarchique qui signe des attestations de présence sur les lieux de service alors que ces fonctionnaires ne sont pas sur place et ces chefs hiérarchiques le savent. La deuxième interrogation portant sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires camerounais, Lupaul Motazé signale qu'il faut maîtriser la masse salariale. Il faut bien savoir que plus il y a des fonctionnaires fictifs qui touchent fictivement des salaires, ça a une implication sur nous tous. Parce que pour arriver, honorable Douala Bel, à une augmentation de salaire, et vous savez que le gouvernement travaille dans ce sens, il faut que nous ayons suffisamment de revenus pour prendre en charge toutes les dépenses. Les dépenses d'abord incompressibles, parce que nous avons des dépenses incompressibles, et envisager également le relèvement des salaires. Il faut qu'on maîtrise la masse salariale et que nous ne payons les salaires qu'à ceux qui méritent de recevoir ce salaire. Le projet de loi des finances et du budget adopté a été félicité pour l'augmentation du budget sans création d'impôts nouveaux. Parlons de tout à fait autre chose à présent, de santé précisément, avec la lutte contre les épidémies en Afrique. La 5e conférence de l'APORA, entendez Alliance des partenaires africains pour la lutte contre les flambées épidémiques, se sont refermées hier ici à Yaoundé. Pendant 5 jours, les participants issus des forces de défense des pays membres ont tablé sur l'harmonisation de leur action pour faire face aux épidémies dans le continent. Parmi les participants, notre reporter Michel Cyril Tchongi. Voici son reportage. Fièvre hémorragique, Ebola, choléra, voilà entre autres épidémies auxquelles font face les pays africains. Des crises sanitaires dont les réponses ne sont jamais satisfaisantes. En se réunissant pour la 5e fois à Yaoundé, l'Alliance des partenaires africains pour la lutte contre des flambées épidémiques a pour en abrégé constitué des forces de défense des pays concernés voudrait harmoniser les actions pour faire face à ces crises. À chaque fois que la crise arrive, tout ce qui est santé publique, les civils, ils partent. Parce qu'ils ont peur, ils fuient, ils ont peur pour leur vie. Nous qui avons donc signé un engagement qu'on peut aller jusqu'à perdre notre vie dans ce métier-là, nous sommes obligés de rester. Et c'est nous souvent qui restons sur le terrain pour pouvoir nous occuper de tout ce qui arrive. Pendant 5 jours, les participants ont été édifiés sur le rôle des forces de défense dans la gestion des crises sanitaires. Au total, 20 présentations orales, des discussions de groupe,
une revue de posters et un exercice de simulation. Au cours des travaux, un mécanisme de collaboration devant aider à l'harmonisation des actions est mis sur pied. On a pris des résolutions à travers une plateforme Internet pour échanger nos informations, de sorte que ces informations soient traduites en actes auprès des pays membres pour que les exercices grandeur nature soient effectués en simulant des situations de crise où donc seront formés nos personnels de santé militaires qui sont en première ligne, et nous associerons bien sûr dans cette entreprise des personnels venant du monde civil. L'on parle également de l'initiation des formations du personnel pour la détection des dangers et risques de santé publique, familiariser tous les militaires avec le circuit de l'alerte et favoriser le partage des données de santé captées par des forces. Ces conclusions seront évaluées à la 6e conférence de la PORA prévue en novembre prochain au Libéria. Restons en santé. Je vous parlais tout à l'heure de cette innovation dans le domaine de la chirurgie qui devrait permettre d'améliorer la prise en charge des patients. La chirurgie ambulatoire a été présentée ce jour à Yaoundé. Cette innovation médicale va permettre, je le disais, d'améliorer la prise en charge des patients, mais surtout de limiter les délais d'hospitalisation au centre des urgences de Yaoundé. Ce sera la première formation hospitalière à expérimenter cette innovation. Vanessa Binti. Grâce au progrès des techniques de chirurgie et d'anesthésie, de plus en plus d'opérations chirurgicales peuvent se faire de manière beaucoup plus simple et rapide en entrant à l'hôpital le matin pour une intervention et ressortir le soir. Ce nouveau mode opératoire est appelé chirurgie ambulatoire. C'est un concept de chirurgie sans hospitalisation et qui est réalisé sous certaines conditions qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir des soins de qualité et surtout d'assurer la sécurité de ces patients. Les 3e journées scientifiques des services de chirurgie du centre des urgences de Yaoundé ont été une occasion pour les professionnels de santé de découvrir cette nouvelle technique de prise en charge des patients, ses enjeux, mais surtout ses perspectives pour le Cameroun. Lorsque le malade a fini au curie et qu'il faut le transférer, il se pose un problème de point de chute d'hôpital qui va le recevoir pour la suite. Il y a une question que nous réfléchissons avec les collègues que nous avons invités, les médecins de district, les directeurs d'hôpitaux, d'autres collègues, pour trouver une plateforme qui nous permet, n'est-ce pas, de transférer nos patients à temps afin de désengorger le centre des urgences. La chirurgie ambulatoire ou chirurgie d'un jour apporte de nombreux bénéfices aux patients, tout comme aux professionnels de santé, en termes de qualité des soins et d'organisation. En termes de retour à domicile, donc c'est un bénéfice. En termes de diminution des effets secondaires qui peuvent survenir dans les suites post-opératoires, mais c'est également un gros avantage en termes de coût de prise en charge. Vous savez qu'une journée d'hospitalisation revient cher et le fait de supprimer cette journée d'hospitalisation tout en s'entourant bien entendu de toutes les conditions de sécurité réduit de manière significative les coûts. La chirurgie ambulatoire a peut-être pour but d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, mais celle-ci reste tout de même un challenge pour le centre des urgences de Yaoundé, car le concept est encore embryonnaire au Cameroun. Sur la culture camerounaise, nos cultures nous obligent parfois les hébergements. Les malades arrivent à l'hôpital avec un souci d'y rester. Il faut donc essayer de briser ce paradigme pour dire qu'on peut vous faire des soins de qualité et à la fin des soins, vous pouvez repartir chez vous. Notons que ce concept qui rentre dans le cadre des réformes hospitalières initiées par le ministère de la Santé publique ne présente aucun inconvénient car son organisation prévoit déjà les risques post-opératoires et le suivi du patient à domicile. Dans l'actualité de cette fin de semaine également, l'Institut Confucius du Cameroun, spécialisé dans l'apprentissage de la langue chinoise dans le pays, a abrité une importante cérémonie ce vendredi dernier. Cérémonie d'au revoir aux enseignants arrivés en fin de mission. La rencontre a également permis de faire l'annonce de l'octroi de plusieurs centaines de bourses aux étudiants pour l'année académique
prochaine. La cérémonie du jour a également permis de remettre des attestations aux encadrés et étudiants qui se sont distingués au cours de l'année qui s'achève. Notre reporter Nathan Amoua prit part à cette cérémonie. Voici son compte rendu. Plus de 150 bourses octroyées aux étudiants camerounais par la Chine. Pour l'année académique prochaine, c'est l'annonce forte de la cérémonie de revoir aux enseignants de la langue chinoise arrivée en fin d'émission qui a fait vibrer l'amphithéâtre de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun ce vendredi 22 juin. Deuxième cérémonie du genre, celle de revoir à une cohorte d'enseignants et de volontaires chinois de l'Institut Confucius qui est abrité par notre université, l'université de Yaoundé 2. Évidemment, cette cérémonie vise à magnifier l'excellence des relations culturelles et d'enseignement qu'il y a entre le Cameroun et la Chine, avec comme fleuron l'Institut Confucius. Une séparation douloureuse qui a permis à ces encadreurs de la langue chinoise et aux meilleurs élèves de l'Institut Confucius de Yaoundé de recevoir des parchemins et autres attestations d'excellence et surtout de la maîtrise de la langue chinoise. Aujourd'hui, c'est une occasion de faire le bilan pour les enseignants et volontaires chinois, mais aussi pour les étudiants camerounais. Je crois pour l'ambassade de Chine, on est satisfait du travail de tout le corps des enseignants et des volontaires et on est aussi content des résultats enregistrés par les étudiants camerounais. Le chinois, langue la plus parlée au monde, a trouvé un terrain fertile au Cameroun. Il faut le rappeler, créé en 2007, l'Institut Confucius du Cameroun est l'un des plus importants que compte la Chine à travers le monde. Et nous restons avec la danse, cap à présent à Bafoussam, à la rencontre d'un homme passionné par son métier. Ampoule grillée, comme l'appellent affectueusement ses amis et marionnettistes. Cela fait de longues années que ce monsieur sillonne les rues de Bafoussam, mais également de d'autres villages de cette partie du pays pour faire danser ces petites marionnettes. Un métier difficile, parfois ingrat, mais que Ampoule grillée exerce avec toute sa passion. Des précisions avec Rosine et Sombaïla. Marionnette qu'il manipule avec dextérité sous le regard admiratif de la population, lui, c'est Ampoule grillée. De son vrai nom Germania, est l'unique marionnettiste de la région de l'Ouest. Pour en arriver là, le chemin n'a pas été facile. Quand j'ai arrêté l'école, mes parents n'avaient plus assez d'argent pour que je puisse continuer les études. La quarantaine sonnée, marié et père de 2 enfants, il a su impacter positivement son quotidien au travers de ses marionnettes. Tout en sillonnant les artères de la ville de Bafoussam, il trouve son compte. Que j'ai la chance, je peux arriver dans un bar, il y a bien des gens, ça les intéresse. Les gens qui connaissent ce que je fais, ils m'encouragent. Ce spectacle suscite de l'émerveillement et crée de la passion au sein de la population des hauts plateaux. C'est encourageant. Vraiment, si ils pouvaient faire de cela un truc de plus grand, ça encouragerait les jeunes à s'y lancer. Parce que déjà que c'est une nouveauté pour moi de le voir prester. Je n'ai jamais vu des marionnettistes en face. Je vois toujours à la télé, chez les blancs quoi. C'est encourageant de voir que nos frères sont déjà dans ce genre de métier. De l'amusement au professionnalisme, Ampoule grillée vit son rêve et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Y avez-vous déjà vu des marionnettes danser de la siko? Ça arrive parfois. Parlons justement de cette danse folklorique qu'on associe très souvent au peuple Bassa au Cameroun. C'est une danse très lointaine et qui tire ses origines du Congo, dit-on. Cette danse a connu des évolutions avec le temps, mais réussit à garder son âme. Plusieurs anecdotes entourent ceux qui réussissent à exercer ces pas très très difficiles. L'histoire de la siko nous est racontée ce soir par Marceline Nitamak. Jean Bikoko Aladin de Regretter Mémoire est celui-là même qui a propulsé ce rythme très connu et très apprécié en Afrique et dans le monde. L'histoire de la siko remonte aux années
30. La siko, c'est l'ensemble d'une musique folklorique qu'on a ajusté une danse qui se pratique uniquement à l'air des pieds, des hanches et des omoplates. Les Espagnols, partant du Congo, ont ramené ces rythmes ici, puisque ça a commencé par la rumba congolaise. Aladin a été un propulseur, car le premier Camerounais qui a pu jouer la siko, c'était Ipata Mangando. Son sobriquet, c'était un dog-dog. Il sortait, c'est quelqu'un du littoral qui a commencé la siko. Bon, là, les Bassas l'ont pris, ils ont adopté. Un rythme folklorique qui a subi des changements au fil du temps. La siko, de manière générale, je crois, jusqu'à aujourd'hui, malgré son apparence qui est un peu traditionnelle, mais il a été rayonné. La siko n'avait que peut-être 3 instruments. Il n'y avait que la percussion, le tambour et la guitare. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, nous avons pu ajouter des pianos, des basses pour rentrer dans la norme de la musique. Le rythme asiko est représenté dans de nombreux festivals en Europe. De nombreuses initiatives dans le but de pérenniser le rythme naissent jour après jour. Après le décès de quelques figures emblématiques, les nouveaux artistes ont un seul objectif, propulser le rythme plus haut encore et encore. Le côté mystique de la danse, quant à lui, nécessite beaucoup d'ardeur au travail. Le rythme asiko des temps modernes ne cesse donc de faire la fierté de ses fans. On va dans ce journal au Congo, je vous le disais en titre, le pays compte durcir le temps face à la fraude pendant les examens à quelques jours du coup d'envoi des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle en République du Congo, Congo-Brazzaville précisément. Le gouvernement annonce donc des redressements du système éducatif. Le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a invité les équipes du jury et de maîtrise à demeurer vigilants face à la fraude scolaire. Il faut noter que le pays avait enregistré plusieurs cas de fraude lors des examens scolaires de l'année dernière. Plus de précisions dans ce reportage de Pascal Nganganjai. Le constat de la hiérarchie sur l'organisation et la supervision des examens d'État au primaire et au secondaire sur toute l'étendue du territoire national, les corrections apportées à la maîtrise de l'organisation face aux déboires observés dans certains lieux d'examen, telles sont les questions abordées par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation Anatole Koliné-Makosso, qui une fois de plus, soucieux de rendre crédibles les examens et leurs résultats au Congo, a interpellé les équipes de maîtrise et de jury. Comme toute œuvre humaine, le verrouillage du système mis en place, expérimenté aux épreuves écrites du baccalauréat général, a connu quelques écueils. Des cas isolés d'antivaleurs, heureusement vite maîtrisés, ont été constatés à certains endroits. Depuis 3 ans, le gouvernement travaille de façon sérieuse sur la question des examens, pour rendre crédibles les examens et les diplômes d'État et les parcours scolaires de nos enfants. Avec tous ces efforts que déploie le gouvernement, on ne devra pas permettre qu'un compatriote, de quelque niveau qu'il soit, de quelque statut qu'il soit, puisse se permettre de saper ses efforts, de remettre en cause cette volonté politique du gouvernement de veiller au redressement du système éducatif. Eu égard à cela, le ministre a usé d'une démarche pédagogique, question de sensibiliser, livrer des ultimes consignes et donner des conseils. Nous rappelons toujours les uns et les autres, on les ramène à la discipline, on leur rappelle les mêmes règles et on insiste par l'éducation, la sensibilisation, la persuasion, la dissuasion avant d'arriver à la répression. Pour le moment, chaque année, nous identifions un certain nombre d'écueils, nous les corrigeons. L'année qui suit, on identifie d'autres écueils, on les corrige, jusqu'à ce que nous arriverons à ce que nous organisons des examens sans écueil. Signalons que c'est ce mercredi 27 juin que démarreront partout sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Toujours à l'étranger, en République centrafricaine, on a célébré cette fin de semaine la 55e
édition de la Journée de l'Afrique. Les manifestations irrelatives ont vu la participation du président de la République lui-même, le professeur Faustin-Archange Touadéra. Une célébration donc différée de cette journée. Il était également présent le représentant de l'Union africaine qui a à l'occasion donné des précisions sur le dialogue comptant organiser le panel de l'Union africaine entre le gouvernement et les forces armées. Plus de précisions avec Hugues Namkwase. La célébration de la 55e édition de la Journée de l'Afrique s'est déroulée en présence du chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, et des représentants des institutions étatiques et diplomatiques. La manifestation était marquée par l'exécution des hymnes nationaux et par la coupure du gâteau de coopération entre la Centrafrique et l'Union africaine. L'initiative africaine pour la paix en Centrafrique représente la part de contribution de l'Union africaine dans le processus de la stabilisation du pays. Le panel est appelé dans la préparation pour la convocation du dialogue pour bientôt. Cette initiative vise tout simplement à promouvoir le dialogue entre le gouvernement et les gouvernements en vue de sortir de crises qui continuent à endeuiller ce pays et à entraver son développement au détriment de ses enfants. Pour le retour de la paix en Centrafrique, le dialogue et la réconciliation sont des vecteurs très importants. J'adresse un appel fraternel à tous les acteurs pour que la sérénité prévale dans les cœurs et les esprits, afin qu'ensemble, nous œuvrons en toute bonne foi pour aller à la paix, qui est la priorité des priorités pour les populations centrafricaines. Rappelons que l'Union africaine est une organisation panafricaine qui a succédé en 2002 à l'Organisation de l'Unité africaine instituée le 25 mai 1963. Et avant de refermer ce journal, quelques informations en sport, notamment les nouvelles du mondial Russie 2018 avec l'élimination encore d'un autre pays africain. Ce jour, la Tunisie éliminée par la Belgique. Le pays est tombé donc face à la Belgique ce jour sur le score de 5-2. Rappelons que c'est la deuxième défaite consécutive pour les Tunisiens, battus 2-0 contre la Suède il y a quelques jours. Le second match de la journée opposait le Mexique, premier du groupe F, contre la Corée, 2-1. C'est le score qui a sanctionné cette autre rencontre. Le match qui se déroule en ce moment, c'est celui qui oppose l'Allemagne à la Suède, 1-partout. C'est le score donc qui est mentionné jusqu'ici, le match qui devrait s'achever dans quelques minutes seulement. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie des programmes de Vision 4, la télévision africaine. Bonne soirée à tous.